Allô? Rebonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien déjeuné. C'est l'heure la plus dure de la journée, c'est l'heure de la digestion. Et pour ce moment-là, on va faire une sorte de transition avec ce que l'on vient de voir. On vous a parlé du film Moonfall, genre les Américains qui sauvent le monde, une sorte d'univers de demain. Et notre thème qui va venir, c'est aussi l'univers de demain. Mais à la différence du film, ce n'est peut-être pas de la fiction, c'est peut-être l'univers dans lequel nous allons vivre. Et donc, je vais vous présenter dans quelques minutes notre invité pour nous parler de ce qu'on a appelé le Web 3.0. Jingle.
Voilà, donc j'ai le plaisir de vous présenter Arnaud Châtel. Arnaud Châtel, il a une particularité, il fait partie de la famille puisqu'il est responsable pédagogique au sein de DMB, qui est l'autre gros MBA, le MBA digital, on l'appelle entre nous. Et Arnaud nous a suivis puisque je crois que c'est le seul intervenant qui a fait à peu près, qui est venu à peu près dans toutes les Marketing Week. Merci d'être ici, Arnaud. Et aujourd'hui, on a un programme... on va dire lourd, lourd, puisqu'on va parler de l'avenir. Alors, on va parler du Web 3.0. Il en parle mieux que personne, donc on va pas, je ne vais pas faire une intro technique, je vous rassure. Mais en revanche, c'est quand même assez intéressant de voir qu'on est peut-être en train de construire un monde parallèle. Et ce monde parallèle, il va falloir qu'on le décrypte. Et puis, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que moi, j'ai vu que Elon Musk dit « j'y crois pas à cette connerie », en anglais bullshit, et puis Mark Zuckerberg dit non seulement c'est important, mais je vais même changer le nom de mon groupe pour l'appeler Meta, pour Métavers. Donc difficile pour nous les béotiens de comprendre un petit peu. Il faut que tu nous mettes un petit peu d'ordre, et puis surtout il faut que tu nous dises aussi comment ça va se traduire pour la vie des étudiants qui vont avoir un job bientôt, et certainement il y a déjà des traductions pratiques. Merci Arnaud. Bonjour Alain, merci pour ton invitation. J'ai la lourde tâche de reprendre la parole après que vous ayez mangé. Ouais. Ça, donc tu me mets bien en condition. Juste pour introduire, effectivement, et ce dont tu parlais, c'est très juste, la battle entre notre ami Zouk et notre ami Elon, c'est pas la première. Il y avait déjà eu cette bataille sur la thématique de l'intelligence artificielle. On y reviendra aussi un petit peu. Donc voilà, ces deux-là, c'est le yin et le yang dans le monde de la tech. Donc c'est pas étonnant que sur ces sujets du web 3.0 et une extenso autour du métaverse, parce qu'on va en parler un peu, c'est normal qu'il se fasse la bataille. Avant de commencer, si tu permets, je voudrais saluer le public. Bonjour au MBA CMS de Paris. Et pour moi, c'est extrêmement important. Lyon, Bordeaux et Lille. Parce que je suis très région addict, donc je suis bien content de pouvoir partager ce moment digital avec vous. On va parler du Web 3.0. Ouais. Donc on pourrait donner plein de titres, mais on a choisi celui-là. Donc rapidement, je vais quand même me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas. Effectivement, c'est pas ma première Marketing Week, et je suis responsable pédagogique du MBA DMB, donc le MBA digital de l'EFAP. Et Alain, on se connaît bien, parce qu'il y a quelques années en arrière, j'avais beaucoup de cheveux à l'époque, c'est au CMS que j'ai donné mes premiers cours. Oui, c'est toi qui m'as donné ma chance à l'époque, et il faut croire que ça ne m'a pas trop déplu. Quelques années après, tu vois, c'est mon métier, et je suis passionné par ce que je fais. Donc une carrière dans le digital, ça fait 15 ans. Ça rajeunit pas quand même, presque l'âge de mon fils. Et puis passé d'entrepreneur, et j'ai découvert ma voie. Donc je vous le dis, parce que c'est super important, à 35 ans. Comme quoi, on peut avoir le temps. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Patience et longueur de temps font plus que force et courage, disait l'autre. Donc vous avez toutes mes coordonnées, on fait partie de la même maison. Et vous verrez, ce qui est le plus important finalement dans tout ce que vous allez récupérer à l'EFAP, c'est le réseau. Je vous le dis, les intervenants, les machins, c'est le réseau. C'est les connexions que vous allez pouvoir vous faire. Donc le Web 3.0, Kesako, c'est vieux, plus d'un quart de siècle. Donc c'est déjà une génération. Une génération. Vous avez grandi avec, nous on l'a vu naître. Donc on a commencé par le Web 1.0, celui où on était vraiment spectateur, où on faisait des recherches sur Internet. Le lancement d'une petite boutique qui s'appelait Amazon, où on vendait des bouquins juste, qui a bien grandi depuis. Après on est arrivé quelques années plus tard dans le Web communautaire, dans le Web 2.0. Donc les réseaux sociaux en sont une très très belle illustration. Et surtout l'avènement et l'émergence de géants du web, qu'on appelle les GAFA, les Gamma, Google, Apple, Meta et Amazon. Bravo. Ouais, fallait que je la place. Et un web qui, paradoxalement, a été à l'encontre de ce que nous, précurseurs, on avait imaginé, un monde de liberté, un monde sans frontières. Et on s'aperçoit finalement que le web aujourd'hui, c'est quand même vachement centralisé. Il y a 4-5 boîtes qui monopolisent l'intégralité pour l'Occident. C'est exactement la même chose chez nos côtés. C'est chez nos amis asiatiques avec les BATX, les Baidu, Alibaba, Tencent ou bien encore Xiaomi. Et puis, ce Web 2.0, c'est pas qu'il arrive à la fin, mais
on voit apparaître un nouveau chiffre, qui est le chiffre 3. Et ce chiffre 3, il est vraiment impulsé avec les dernières technologies qui sont sorties, enfin les dernières, avec certaines technologies qui sont sorties ces dernières années. Je pense notamment à l'intelligence artificielle, à la réalité virtuelle, ou encore, et c'est extrêmement important dans ce milieu-là, la blockchain. Et finalement, ce qui va être important, c'est vous les étudiants. Parce que c'est bien beau toutes ces technologies, mais ça sert à quoi? Comment vous allez vous positionner? Est-ce qu'il va y avoir du boulot? Est-ce qu'ils vont vous piquer votre boulot? Comment finalement ces technologies vont impacter votre quotidien? Et là sur la slide, je vous marque ça. Et pour vous les marketeurs, parce que vous êtes des marketeurs bien évidemment, oui. demain, alors c'est pas demain, rassurez-vous, mais c'est pas non plus dans 150 ans. C'est plutôt après-demain. Donc comment vous allez vous situer? Vous allez vous situer dans un nouvel univers et dans une nouvelle scène de jeu. Et cette nouvelle scène de jeu, c'est votre prochaine équation qui est en slide, que vous allez devoir maîtriser, appréhender, comprendre, et dans laquelle vous allez devoir évoluer. Là, vous voyez différents termes, et ces différents termes sont, on va dire, les composantes du Web 3.0. Et la finalité du Web 3.0, enfin la finalité, une de ses plus belles magnificences, ça va être le métaverse. Le métaverse, il va être composé de quoi? Il va être composé de la blockchain. La blockchain, le mindset de la blockchain, c'est l'inverse du Web 2.0. Le Web 2.0, finalement, c'est la centralisation par rapport à des acteurs qui prédominent tout un écosystème. La blockchain, au contraire, c'est la décentralisation. C'est de se passer de ce qu'on appelle, pour les marketeurs, vous allez bien connaître sur une marketplace, ce fameux tiers de confiance. Le tiers de confiance, qui ça va être? Ça va être finalement la communauté. Et la blockchain en est bien évidemment le fruit, et en est la plus belle illustration. Dans cet univers de métaverse, on va donc devoir effectuer des relations, des transactions, mais il va également falloir payer. Et pour payer, il va falloir que cet univers ait sa propre monnaie. Et là, on va donc aborder toute la partie au niveau des coins. Alors, vous en connaissez plein, hein. Le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin, le Solana, et on pourrait continuer comme ça pendant des heures. Alors, par contre, il ne faut pas acheter du Shiba, hein. Ça, c'est une grosse connerie d'Elon Musk. Ne faites pas ça, hein. Faut vraiment pas. Donc, on va avoir une monnaie dans ce monde parallèle, dans ce monde virtuel, dans ce monde décentralisé, où on va pouvoir réaliser des transactions. Mais également, et c'est propre à l'être humain, on aime bien être propriétaire, ces fameux attributs qui vont nous permettre de montrer des signes extérieurs de propriété. Je ne dirais pas de richesse, bien évidemment, mais il n'empêche. Et vous avez souvent entendu parler depuis quelque temps des NFT. Et les NFT, finalement, c'est ni plus ni moins que ça. C'est comment est-ce qu'on va, d'un point de vue digital, pouvoir mettre en avant qu'on est propriétaire exclusif d'un produit. Qu'est-ce qui va faire la différence? Je prends un exemple, et on en parlait tout à l'heure, Alain. Vous prenez un Van Gogh, par exemple. Alors, le Van Gogh, c'est très, très bien. Vous allez sur une vente aux enchères, il va se vendre à des millions et des millions de dollars. 10 millions de dollars. Voilà, facile. Mais le Van Gogh, il a une problématique. C'est qu'il va pouvoir se faire copier. Ce qui n'est pas du tout le cas avec la NFT. Parce que la NFT couplée à la blockchain, parce que la NFT c'est sur une base de blockchain, il y a une notion d'unicité, un produit unique et traçable. Échangeable, mais traçable. On connaîtra toujours le pédigré, finalement, de ces technologies. Et donc infalsifiable. Et donc infalsifiable, exactement. C'est pour ça que j'ai mis cette image de singe punk, parce que ça s'est mis aux enchères pour certains à quelques centimes, et il y en a certains aujourd'hui qui valent des centaines de milliers de dollars, et encore, je m'arrête là. Donc on va, dans cette blockchain, on va y évoluer, on va faire des transactions, on va pouvoir avoir de la propriété, des tableaux, des images, des maisons, des terrains, que sais-je. Il va falloir aussi qu'on s'y balade. Et là, on va aborder une nouvelle solution, c'est la réalité virtuelle. Et je ne l'ai pas mis, mais ça va de pair, c'est la réalité augmentée. C'est comment est-ce que nous, êtres humains, on va pouvoir s'intégrer dans cet univers virtuel,
si on est dans le virtuel, et si on est dans le réel, comment le virtuel va impacter dans le réel. Imaginez aujourd'hui cette table-là, il y a le grand Alain qui est en face de moi, mais il pourrait très bien y avoir les étudiants qui sont sur Teams ou bien sur Vimeo, ils pourraient très bien être sous forme d'hologramme parce qu'on aurait des lunettes de réalité augmentée juste en face de nous. Et ça, c'est un des objectifs de la réalité virtuelle et la réalité augmentée appliquée à l'univers du métavers. Il y a un exemple, c'était le concert d'il y a 3 ans. Alors, c'était fabuleux, ça. Alors, c'était fabuleux parce que ça fait encore, comment dirais-je, ça fait encore école aujourd'hui. C'est alors, mon Dieu, quand je parle de ça, je pense à mon fils direct parce que je vais parler de Fortnite, donc j'ai du spasme déjà, hein, voilà. Donc oui, bien évidemment, il y a un artiste qui a fait un concert. Alors dans un métavers, on dit métavers, mais c'est pas un métavers, mais bon, peu importe, on va faire un raccourci. C'est Travis Scott qui a fait un concert dans un univers qui était celui de Fortnite, et ça a été un carton planétaire, preuve en est. On en parle encore 3 ans après. Ouais, et c'était superbe. Et c'était vraiment très bien fait. Alors, ça, c'est le côté musique, mais bon, je suis fan de Star Wars, donc je suis obligé de le placer. J.J. Abrams, pour le dernier lancement de Star Wars, a fait le lancement également sur Fortnite. L'autre technologie qu'il va falloir appréhender, celle avec laquelle vous allez cohabiter en tant que marketeur, et peu importe le secteur dans lequel vous allez évoluer, ça va faire partie de votre quotidien, c'est l'intelligence artificielle. On la pensait spécifique sur des métiers à haute qualification, tout ça c'est des conneries comme pas possible. Aujourd'hui, l'IA, elle est partout, à tous les niveaux, dans tous les métiers. Donc la vraie chose que vous allez devoir appréhender, vous, marketeurs, c'est dans vos métiers futurs, dans vos entreprises futures, est-ce que l'équation suivante, intelligence artificielle plus humain, est supérieure à l'intelligence artificielle seule? Aujourd'hui, oui, mais malheureusement, ça peut être de moins en moins vrai. Et bien évidemment, pour gérer cet univers parallèle, il faut des grosses puissances de calcul, il faut des gros algorithmes, et c'est bien évidemment les IA qui vont le gérer. Donc toutes ces technos vont se rassembler dans cet univers parallèle qui est le métaverse, où finalement, on va transposer tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans la vraie vie dans un monde parallèle. Et qu'est-ce que ça va engendrer? Engendrer plein de nouveaux métiers, plein de business, plein de choses à faire. Parce que ce que vous avez imaginé aujourd'hui dans vos business en tant que marketeur, à savoir, voilà, je dois promouvoir un produit, je dois promouvoir une marque, donc je vais avoir besoin d'activer des leviers, de l'affichage, du digital ou que sais-je, ben, il y a un nouveau levier qui va arriver, ça va être le métaverse. Donc vous, marketeurs, comment vous allez devoir monter en compétences et comment vous allez devoir appréhender les technos ou autres pour pouvoir appliquer les us et coutumes de la vraie vie dans ce nouvel univers qui s'appelle le métaverse. Et enfin, le dernier, c'est les avatars. Alors tout ça, ça va de pair. Hein. Mais pourquoi? Dans le web 1.0, on était internaute. Et puis cet internaute, il naviguait sur tes sites, il allait sur des forums. Dans le web 2.0, ça a évolué et on a eu des profils sur les réseaux sociaux. @Alain Moreau, ce que tu veux. Et la particularité du web 3.0, c'est que ça ne va pas être un profil social, ça va être un profil, enfin plutôt, ça va être un avatar. Et ça engendre plein de choses, parce que vous, marketeurs, votre objectif, c'est quoi, les marketeurs? C'est d'adresser le bon produit à la bonne personne, au bon moment, blablabla, bla, 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 vous connaissez par cœur. Et vendre à la fin. Eh oui, mais bien sûr, vendre, bien évidemment. Mais ça sous-entend que vous devez connaître votre cible, et une fois que vous connaissez tout ça, que vous avez tous les éléments, vous allez devoir personnifier le message le mieux possible. Et pour ce faire, aujourd'hui, comment vous y prenez? Vous utilisez de la donnée, de la data. Mais ce qui va être complexe, c'est dans cet univers où il y aura un métaverse, quand vous allez adresser à qui? À Alain Moreau ou bien à Lolo Alain Moreau qui est dans le métaverse, qui n'est pas un homme finalement, mais qui est un gorille. Ça va être vraiment une nouvelle manière d'appréhender la chose qui va être vachement passionnante en tant que marketeur. Ça ouvre un champ des possibles assez extraordinaire. Mais voilà dans le monde dans lequel on va être amené à évoluer. Juste derrière, je vous propose une slide. Alors ça, c'est mon côté intervenant. Hein. C'est pour que vous ayez un backup, que vous ayez des éléments pour bien comprendre. On ne se refait pas. Voilà, on ne se refait pas. Mais ça vous permet de voir quoi? Ça vous permet de voir l'évolution du web, web 1, web 2, web 3, par 2 prismes. Le prisme de l'usage et le prisme de la technologie. Et ça, c'est fondamental parce que dans chaque saut technologique, ces 2 éléments vont de pair. Vous avez l'évolution
qui est apporté par une nouvelle technologie, les réseaux sociaux, que sais-je, et puis par un usage. Ben voilà, on veut acheter en ligne maintenant. Et là, vous voyez, en fonction des différentes choses, hein, les types d'entreprises, les types de bases de données, les supports, les audiences, les auteurs, et j'en passe, là, vous avez pléthore de choses qui vous permettent on va dire, de normaliser, d'alphabétiser cette évolution du web dans vos esprits. C'est cadeau, c'est gratuit. Alors là, on ne voit pas, c'est tronqué. Ce schéma, il est issu d'un blogueur qui est entrepreneur. Ça fait 20 ans qu'il est dans le métier. Si vous ne le suivez pas, je vous invite vraiment à le suivre. Il s'appelle Fred Cavazza. C'est @Fred Cavazza. Donc j'imagine que tu donneras la présentation aux étudiants. Absolument. Donc vous aurez toutes les informations. Allez-y parce qu'il est extrêmement doué en termes de marketing pour prendre cette fameuse hauteur, cette vision d'hélicoptère dont on a tellement besoin pour prendre des décisions et faire de la prospective. Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Alors, ce n'est pas de moi, hein, c'est de Napoléon. Mais ça, c'était il y a très longtemps. On va mettre la version en mode 2.0. Donc, ce n'est pas un croquis que je vais vous proposer. Mais pour illustrer les échanges qu'on vient d'avoir avec Alain, je vais vous proposer une vidéo. C'est la vidéo de lancement que vous avez peut-être déjà vue, mais c'est important de la recontextualiser, que vous avez peut-être déjà vue, qui est la vidéo de lancement de Meta, donc le passage de Facebook à Meta, et qui ouvre un champ des possibles assez extraordinaire en termes d'usage, de business, de jeux, de gaming, de tout ce que vous voulez. Comme il est beau. Today, we're going to talk about the metaverse. Share what we imagine is possible. Yeah. The experiences you'll have, the creative economy we'll all build, and the technology that needs to be invented, as well as how we're going to all do this together. The next platform and medium will be even more immersive. Like a shop. Some call it skill. Keep talking. An embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. Everything we do online today, connecting socially, entertainment, games, work, is going to be more natural and vivid. Whoa, all right, that's a little too realistic. Now this is more my style. We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. And you're going to be able to do almost anything you can imagine. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi, Mark. What's up, Mark? This place is amazing. The feeling of presence. This is the defining quality of the metaverse. You're going to really feel like you're there with other people. You'll see their facial expressions, you'll see their body language, maybe figure out if they're actually holding a winning hand. All the subtle ways that we communicate that today's technology can't quite deliver. I knew you were bluffing. Avatars will be as common as profile pictures today, but instead of a static image, they're going to be living 3D representations of you. Beyond avatars, there is your home space. Your home is your personal space from which you can teleport to anywhere you want. Koi fish that fly? That's new. This is wild. The metaverse isn't something we're building so much as it's something we're building for. Across the industry, we need to bring that same imagination and commitment to building for interoperability, openness, safety, and privacy, as we do for all the other product aspects of the metaverse. These have to be fundamental building blocks, just like the other software and experiences that we've been talking about. Our hope, though, is that if we all work at it, then within the next decade, the metaverse will reach 1 billion people, host hundreds of billions of dollars of digital commerce, and support jobs for millions of creators and developers. We are fully committed to this. It is the next chapter of our work, and we believe for the internet overall. Beyond the constraints of screens, beyond the limits of distance and physics, beyond any one company, and that will be made by all of us. And I'm just incredibly energized to be on this journey with all of you. That was fun. Good job, Mark.
je voulais te dire que ce qui est fabuleux dans le métavers et dans tout, on va dire, tout ce monde parallèle, c'est que je trouve que l'avatar de Mark Zuckerberg est presque plus chaleureux que l'original. Donc il y a quand même de la valeur ajoutée là. Ah, tu vois. Il y en a qui vont pouvoir s'optimiser. Hein. Ça va causer la chute des chirurgiens esthétiques, mais bon, qu'est-ce que ça, c'est pas bien grave. Je vous recontextualise. Donc cette vidéo a été lancée, a été proposée par Meta pour le lancement mondial justement de l'entreprise. Et ça ouvre un champ des possibles assez extraordinaire. Moi, j'ai trop hâte, en fait. C'est mon côté geek, un peu peut-être, hein, je le reconnais. Mais tu parlais de l'avatar, et c'est drôle, parce que ça m'a fait penser à une chose. Je pense que vous connaissez tous la série d'anticipation qui s'appelle Black Mirror sur Netflix. Et il y a un tweet qui a fait le tour du monde. C'est une extraction de cette vidéo-là, où Mark Zuckerberg, il est devant son avatar. Et il y a eu exactement la même image, mais la même, hein, comme quoi il n'y a pas de hasard, mais c'était en 2007. Oh, wow. Voilà. Donc quand on parle de série d'anticipation, on va regarder quand même ce qui se passe du côté de chez Black Mirror. Alors, il n'y a pas des trucs qui font rêver simplement, hein, mais bon. Non, mais la Chine a été très fidèle à Black Mirror, je trouve. Ah ouais, la Chine, et puis bon, après, on pourrait rentrer sur un débat, mais ça dépasse les frontières, je pense. Bref. On en arrive à ma dernière slide. Je ne me suis pas foulé pour la charte graphique. Un conseil. Intéressant. Alors, comme je suis généreux dans l'effort, ce n'est pas un conseil, je vais vous en donner plusieurs, si je peux me permettre. Le premier des conseils, c'est la chose suivante. N'écoutez jamais, ne faites jamais confiance à une personne qui vous dit « c'est impossible, ça n'arrivera jamais ». Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Alain, avec la battle Zuckerberg contre Musk. Ça n'arrivera jamais, c'est impossible. Il y a quelques années de ça, en 2007, une personne qui s'appelle Steve Ballmer, donc vous le connaissez tous, mais bon, pour vous aider, si vous en rappelez pas, c'était le CEO de Microsoft qui a eu juste après Bill Gates et juste avant Satya Nadella, qui au lancement de l'iPhone a fait une grande conférence de presse en nous expliquant que, les gars, le smartphone, ça ne fonctionnera jamais. Ok, acte 1. Acte 2, et c'est encore plus significatif, je pense. Un bel entrepreneur du nom d'Elon Musk fait le tour des popotes et va avoir deux entreprises, une qui s'appelle la NASA et l'autre qui s'appelle Aérospatiale, en disant voilà, moi j'ai une idée extraordinaire, c'est d'inventer des fusées réutilisables pour faire des économies, etc. Là, pour le moment, c'est pas possible. Pas avant 80, 90 ans. Ça sera possible, mais là, pas possible. Pas de problème. Je monte une entreprise qui s'appelle SpaceX, je le fais tout seul. Aujourd'hui, je récolte 40% du marché privé des lancements. Donc, soyez fous, comme disait Steve Jobs, soyez fous, soyez insatiables et allez-y. Et le dernier conseil, c'est celui-là. Soyez audacieux. Mais audacieux. Je vois beaucoup d'étudiants, comme vous pouvez l'imaginer, de par ma fonction, et il y a quelque chose souvent qui me fait mal, alors pas trop avec les miens, mais avec certains autres, c'est que vous êtes super conventionnel en fait. Mais soyez fous, soyez dingues. Vous êtes dans une époque que nous, on aurait rêvé de vivre parce que vous avez la possibilité de tout faire, de tout entreprendre en 2-3 coups de clic. C'est assez extraordinaire. Et les technologies qui s'offrent à vous, qui arrivent, vont vous permettre encore de plus vous éclater. Et n'oubliez pas, hein, le travail, c'est la santé. Et puis là, on va vraiment s'éclater. Et un dernier mot. Ouais. Merci. Ok, quand tu dis les étudiants sont super conventionnels, je pense que c'est le système qui l'est. Mais je ne dis pas le contraire. Ce ne sont que des victimes. Et justement, c'est un des trucs à CMS, c'est que lorsqu'on fait un business case, 40% de la note, elle est sur la disruption, sur la créativité, pour ça. Exactement pour ce que tu viens d'indiquer. Et parce qu'il n'y a pas de marketing sans disruption, sans créativité. Mais c'est le système qui a mis tout le monde dans un truc où il faut être classique, il ne faut pas sortir du cadre, etc., etc. Et on en parle souvent avec les étudiants. Je voudrais t'interpeller sur une ou deux choses qui sont assez intéressantes et on est proche de ce que vivront les étudiants très bientôt. Je vois une marque qui décide, je crois que c'était Adidas, qui décide de faire une paire de baskets en NFT et qui, après, a dit cette paire de baskets, vous allez la trouver en réel dans nos boutiques. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu nouveau. C'est-à-dire que le NFT, on est resté très NFT, très l'univers Web 3.0, etc. Et puis là, il y a un lien, il y a une passerelle super forte entre ce virtuel et ce réel.
C'est un peu l'avenir. Tu parlais de schizophrénie, là. On va être quoi demain? Alors déjà, je pense qu'on a tous mal choisi notre taf. On n'aurait pas dû faire du marketing, on aurait dû faire des études pour être psychothérapeute parce qu'il va y avoir beaucoup de schizophrènes, effectivement. Mais alors, tu vois, tu viens de dire quelque chose, c'est parfait. J'en aurais rêvé, tu l'aurais quand même fait. C'est un talentueux, ce Alain. Arrête. Non, plus sérieusement, on imagine toujours que c'est nouveau. Mais en fait, pas du tout. C'est super vieux. On prend le métaverse, par exemple, tel qu'on l'imagine aujourd'hui. Le métaverse, déjà, nous, en 96, on avait une entreprise qui s'appelle Canal+, qui avait inventé le deuxième monde. Après, en 2006, une autre entreprise avait inventé Second Life. Et là, d'ailleurs, ça revient comme pas possible, parce qu'il y avait déjà encore 500 000 utilisateurs uniques chaque jour. Et là, il y a des levées de fonds, des machins, forcément, ils prennent le creux de la vague. Mais pourquoi je dis que ce n'est pas nouveau par rapport aux produits? Est-ce que tu sais où est-ce qu'a été vu pour la première fois, avant son lancement, l'iPad? Alors, dans une boîte qui appartenait en partie à Steve Jobs, qui est... évidemment, j'oublie le nom, sinon c'est vraiment pas drôle. Pixar. Ah bah oui. Et il avait lancé un dessin animé qui s'appelait Les Indestructibles. Et dans Les Indestructibles, le papa... à un moment, il va sauver son enfant. Et pour la première fois, dans un dessin animé, on voit une tablette un peu bizarre. Et c'était Steve Jobs qui avait demandé à Pixar de designer la future tablette qui était en R&D chez Apple pour voir comment allait réagir le public, pour écouter les mots qu'il allait y avoir sur les réseaux sociaux. Ça a été plutôt convaincant. Et quelques mois plus tard, qu'est-ce qui sortait en grande pompe à Cupertino? L'iPad. Donc, c'est pas étonnant ce que tu viens de dire par rapport au basket. Plutôt que de lancer industriellement un truc qui va te coûter un pognon pas possible, et si ça ne marche pas, tu vas te retrouver avec les stocks sous les bras, pourquoi ne pas l'essayer dans le monde virtuel? Et si ça prend, ça ne pourra que prendre dans le monde réel. Finalement, c'est un nouveau touchpoint. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pendant notre échange. C'est ça. Pour vous, marketeurs, le métavers, aujourd'hui, c'est « ok, le métavers ». Mais finalement, aujourd'hui, ça va être un nouveau canal de communication que vous allez devoir appréhender, que vous allez devoir apprivoiser, et sur lequel vous allez devoir aussi peut-être transposer des choses que vous faites aujourd'hui sur l'affichage, sur le digital ou autre. Comment ça va se produire dans cet univers virtuel? Il va falloir réinventer des formats, des usages, des parcours clients, enfin bref, un champ des possibles encore une fois extraordinaire. Alors, utiliser aussi le virtuel pour le réel. Et vice-versa. Je pense aux voitures qui font des concept cars. Tu peux considérer que tu as un prototype virtuel, que tu vas le tester virtuellement et qu'après, tu vas gagner énormément de temps pour le mettre dans la réalité, etc. Clairement. Ok, super. Peut-être un petit truc qui m'a marqué, c'était hier ou avant-hier dans les news. Il y a un chirurgien de je ne sais plus quel hôpital qui a décidé de prendre la radiographie d'un de ses malades et qui a voulu la transformer en NFT puis la vendre. Je veux dire, on a aussi ce risque de dérive. Bien évidemment, mais enfin... je veux dire, on n'a rien inventé. Mais la dérive, de toute façon, je pense qu'elle est propre à l'être humain. Dès qu'il y en a qui vont sentir du filon pour faire du business, ils vont y aller. Puis après, c'est toujours pareil. C'est l'offre et la demande. S'il y en a qui achètent, pourquoi pas proposer? Qu'est-ce qui a été vendu par Jack Dorsey il n'y a pas longtemps? Le premier tweet. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir un premier tweet, franchement. Et pourtant, il s'est vendu je ne sais pas combien de centaines de milliers de dollars. Ok, parfait. En tout cas, merci déjà. Tu nous as bien emmenés dans ce monde-là. Et on va passer sur un monde très réel. C'est tous les étudiants qui vont te poser plein de questions. Parfait. Jingle. Merci. Et voilà, maintenant c'est la partie débat, c'est la partie échange avec Arnaud. Bonjour Salma. Bonjour. Comment tu as vécu là, ce qu'on vient de raconter En vrai, j'avoue que c'est tout nouveau pour moi et je trouve l'univers de la métavers, des NFT, tout ça, c'est complètement nouveau. Donc j'étais très ravie de votre intervention. Vraiment, ça m'a beaucoup apporté. Je suis sûre que ça a apporté également à beaucoup d'étudiants qui se posent beaucoup de questions. Surtout nous, en MBA CMS, on commence à voir ça, à avoir des cours sur ça. Donc je pense que ça nous a beaucoup éclairé. Merci beaucoup. Alors, voilà, superbe. Alors maintenant, toutes les questions. On a énormément on va essayer de déborder un peu sur l'horaire parce qu'on a tellement de questions.
À chaque fois qu'on est obligé de vous interrompre un peu, ça nous fait un petit peu mal à vous aussi. On va essayer d'élargir. Allez, vas-y Salma. Ouais. Juste avant, excuse-moi Salma de te couper, mais si on n'a pas le temps de répondre à tout, bien évidemment, je suis dispo après avec les Merci étudiants. beaucoup. Il n'y a pas de souci. Merci Génial. beaucoup. Merci. Donc, on va démarrer avec une question de Clémence sur Teams, mais malheureusement, elle n'arrive pas à se connecter, donc je vais me permettre de la poser. Okay. Et en fait, avec la société actuelle, en fait, et les consommateurs qui sont de plus en plus conscients, surtout à l'égard de l'environnement et des tendances environnementales, est-ce que vous pensez que ce Web 3.0, alors qu'on sait que ce n'est pas bon pour l'environnement, est-ce que c'est, dans ce cas-là, contradictoire avec notre société actuelle? Quand on parlait tout à l'heure avec Alain de schizophrénie, on est en plein dedans. Je pense que ça va arriver, mais on sait pertinemment que si on le laisse dans l'état, ça va tellement demander d'énergie. Là, Facebook vient d'annoncer qu'il achetait le plus gros supercalculateur de la planète qui va consommer une énergie comme pas possible. Donc, ouais, c'est un vrai sujet. On est schizophrène. Comment ça va se passer? Alors, franchement, je ne sais pas. J'ai pas ma boule de cristal, en plus, sinon je serais milliardaire, je te le dis direct. Mais c'est vrai que c'est le vrai chantier. L'élément de réponse que je pourrais te donner quand même, en 2017, les Nations Unies ont mis en avant 17 chantiers, la pauvreté, l'analphabétisme, la mer, blablabla, qui pourraient être résolus sur ce qu'on appelle l'intelligence collective. L'intelligence humaine plus l'intelligence artificielle. Parce que aujourd'hui, je te donne un exemple, une ville comme Londres, Google a développé un système avec une IA super puissante où en appuyant sur un bouton, ils font baisser de 30% la consommation d'énergie de la ville de Londres. Donc c'est une première étape. Mais ça va être forcément, vous avez 1000 fois raison, c'est le sujet, quoi. On va être obligé d'y arriver. Parce que je pense qu'on ne va pas pouvoir faire autrement. Il va tellement y avoir d'enjeux financiers, c'est des centaines de milliards de dollars en jeu, c'est colossal. Donc forcément, on est quand même encore dans un monde capitaliste, donc on va y aller. Mais on sait en même temps qu'on a déjà, notre génération, nous, on a pourri la planète, donc c'est sûrement pas nous qui allons la sauver, c'est la vôtre. Nous, on n'a fait que de détruire, voilà, tout simplement. Mais ça va être un des sujets qu'il va falloir que vous embrassiez, mais avec les deux bras et les deux pieds. Absolument. Et ensuite, on va enchaîner avec une question de Elma. Elma, c'est à toi. Oui, bonjour. Bonjour Elma. Ma question, c'était quelles futures actions et opportunités marketing pensez-vous voir apparaître avec le développement du métaverse? Est-ce qu'on a déjà des études sur le sujet? Est-ce qu'on a déjà des indices ou pas encore? Les deux premiers, on va dire, secteurs où vous allez vraiment voir des choses autour du métaverse, c'est le gaming. Ça, c'est inévitable parce que beaucoup d'argent, parce qu'on est en plein dedans. Ils sont déjà full technologie, casse VR, etc. Et puis, très communautaire. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est l'événementiel. On parlait tout à l'heure avec Alain du concert de Travis Scott, ou bien moi je mettais en avant le lancement du dernier Star Wars. On peut imaginer plein de choses autour de ça, alors dans des trucs fun autour de la musique, autour des films, mais on peut aussi penser aux événements B2B. Donc les prochaines étapes qu'on va pouvoir palper, je pense que ce sera autour de ça. Et pardon, évidemment, le luxe. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, merci. Ok, nous allons enchaîner avec une question de Fanny. Fanny, c'est à toi. Bonjour. Bonjour. Alors, j'avais une question par rapport au fait que depuis 2 ans, dans notre société, on a vraiment réduit nos contacts humains, on est vraiment parti sur du virtuel dans tous les sens. Est-ce que vraiment ça va prendre, à part pour vraiment les personnes qui sont très geeks, est-ce que ça risque pas de saturer? Enfin, je vois que par exemple les apéros virtuels, au bout de 6 mois, on en a eu ras-le-bol, on a arrêté. Donc peut-être qu'on sature un peu du virtuel et on veut du concret. Alors, c'est encore une fois, ils ont que des bonnes questions que les étudiants. C'est énormément de questions, vraiment. Alors écoute, je vais répondre en 2 étapes. Première étape, je vais balayer un truc. On est encore tous traumatisés du confinement. Et vu qu'on a un cerveau qui fonctionne plus ou moins bien et que surtout c'est la mémoire immédiate qui est le plus balèze chez nous, on a encore ce traumatisme
du confinement et où on est passé d'un extrême à l'autre, mais c'est surtout qu'on n'avait pas le choix. Et là, on va, j'espère, on va de plus en plus avoir le choix. Et moi, le digital, les réseaux sociaux, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais appréhendé, je ne l'ai jamais analysé comme un outil, comme un moyen qui te désociabilisait. Moi, si je prends mon cas personnel, désolé, hein, mais pour moi, les réseaux ne m'ont permis qu'une chose, de faire des rencontres extraordinaires que je n'aurais peut-être pas pu faire dans le monde dans le monde réel. Et pour moi, les réseaux sociaux et le métaverse demain, ça sera juste une passerelle pour te permettre de rencontrer des personnes que tu n'aurais pas forcément rencontrées de manière spontanée. Donc je le vois plutôt comme du positif plutôt que du négatif. Mais ça, c'est mon côté super optimiste de nature. Mais dis-moi Arnaud, tu as un fils, il a quel âge ton fils? 12 ans et demi. Et est-ce que... Hashtag beau gosse. Est-ce que justement ça te donne des éléments pour voir ce qui va se passer demain? Ah bah ça ne fait que conforter. Alors, ça ne fait que conforter. Je vais vous donner je vais raconter une histoire que moi j'ai vécue, mais que vous pouvez pas connaître parce que moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Nous à l'époque avec Alain, quand on allait à l'école, on allait à l'école, on passait la journée à l'école et on rentrait chez nous. Et entre le moment où on quittait l'école et le moment où on rentrait chez nous, il y avait une coupure. Cette coupure n'existe plus aujourd'hui. Vous allez le matin à l'école, vous êtes chez vous, ça continue tout le temps à jacter avec les potes sur WhatsApp, Snap, Insta, que sais-je. Donc il n'y a pas de coupure. Et en plus de ça, vous êtes issu presque d'une génération, enfin en tout cas la génération de mon fils est issue d'une génération, où même dans le ventre de maman, ils n'ont pas connu un monde sans réseaux sociaux. Donc c'est une normalité pour eux. Et comment ça se traduit aujourd'hui? Ça se traduit où mais tu ne veux pas sortir faire du sport et tout ça? Mais non, je suis avec mes potes en ligne. Et il y a un sentiment d'appartenance à cette communauté même virtuelle et à cette non-coupure relationnelle avec ses potes dans le jeu, même dans les boulots. Attends, mon fils, il a 12 ans et demi, ils se font des zooms. Va chez tes potes, fais des trucs. Non, je vais à zoom. Donc... tout ça pour te dire quoi? Je le vois comment cette évolution. Il sort quand même ton fils? Mon fils, il sort bien sûr. Mon fils, c'est un fan de pêche. Donc ça me rassure parce qu'il est avec la nature, il communique avec. Voilà. Mais c'est ancré en lui cette connexion avec le monde digital. Et le retour en arrière, à mon avis, c'est super tendu. Non, il n'y en aura pas, mais elle n'est pas exclusive. Elle n'est pas exclusive. Comme disait ma grand-mère, cher Alain, le poison, c'est la dose. C'est vrai. Ok, merci, pardon, je me suis introduit dans cette... Oui, on a du temps pour les questions, hein, vous inquiétez pas. C'est très intéressant ce que vous dites parce que justement sur l'univers de la métaverse, ça c'est tellement nouveau pour nous et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se positionner, à voir comment, surtout qu'on vient de sortir du confinement et qu'on a envie d'être dehors, d'avoir des interactions plus humaines. Donc on a une question de Marian sur Vimeo, donc je vais me permettre de la poser. En fait, elle dit, n'est-on pas la cible type justement de cet univers? J'ai une réelle difficulté à comprendre ce virage, cette évolution. Et pourquoi développer cet univers et pourquoi est-ce que nous devons développer ce potentiel atout alors qu'il n'est pas certain ni réel? Wow. Alors, c'est une super question et je vais te répondre de manière très directe et très vulgaire comme à mon habitude. Tu disais que tu n'es pas la cible ou autre, mais comme en marketing, toi, moi, on s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est la cible. Et quand tu es une entreprise, si dans ton entreprise, quand tu auras adressé un produit ou un service, tu verras que tu en auras des gens dans le métaverse. Après, la question, c'est pas de se dire j'aime ou j'aime pas. Moi, par exemple, je suis pas, ça peut paraître bizarre, mais je suis pas fan des réseaux sociaux. Mais pourtant, c'est un outil qui m'aide à faire mon boulot, qui m'aide à faire plein de choses. Et ça sera aussi pour vous, en tant que businesswoman et businessman, ça sera un univers que vous devrez appréhender, non pas pour vous éclater, mais pour pouvoir développer vos compétences et développer votre business. Et pourquoi, encore une fois? Parce que ça génère beaucoup d'argent. Donc là, ce que tu es en train de dire là, c'est un outil de travail. Ah oui. Et donc, on peut vivre sans. Cet outil de travail? Non, vivre sans en dehors du travail. Ah oui.
Ok. Bien sûr. Oui, sur ça et sur l'argent, justement, on a une question de Barbara sur Vimeo également. C'était, peut-on dire que la crypto-monnaie, c'est l'élément déclencheur de cette révolution 3.0, car tout s'articule autour d'elle? C'est pas la crypto-monnaie, c'est la blockchain. Et la crypto-monnaie, c'est un élément de la blockchain. En fait, l'élément déclencheur, c'est la décentralisation. Et le vrai élément déclencheur, vous savez peut-être pas, mais quand a été créée la blockchain, elle a été créée en 2009, pardon, 2008-2009, voilà, suite à la grande crise financière de 2008, où on dit que c'est une personne, Nashimoto, machin truc, mais bon, on ne sait même pas si c'est une vraie personne ou peu importe. Ils se sont dit, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme technologie qui nous permet d'être autonome, de ne pas subir les banques et les États, de ne pas être tributaire. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et voilà est née la blockchain. Et tout cet engagement et cet engouement sur la décentralisation et sur l'autonomisation des gens. Nous avons également une autre question sur Vimeo. C'est en fait pour... on sait que maintenant, on est plus vers le web 3.0, mais on veut plus savoir notre place dans le 2.0 aussi. Donc la question, c'est il faut se concentrer uniquement sur le 2.0 ou on a toujours des opportunités encore dans le web 2.0? Alors, diriger, c'est prévoir. Donc, il faut anticiper. Donc, c'est vachement important pour vous de faire de la veille, d'être ouvert, vraiment d'ouvrir vos chakras. Alain disait tout à l'heure, très justement, vous êtes issus, la plupart, de l'école du Jules Ferry. Donc, depuis tout petit, on vous a mis des œillères en adamantium sur les côtés. Notre objectif pédagogique, c'est de vous faire péter les œillères pour vous ouvrir les chakras. Oui. Évidemment que vous avez du business à faire dans le 2.0, parce que le 3.0, le métavers, tout ça, on a des pseudo-exemples, mais concrètement, le métavers n'existe pas encore. C'est en devenir. Ça ne sera pas après-demain, ça ne sera pas dans un an, ça ne sera pas dans 2 ans, notamment par rapport à un des éléments qu'une de tes camarades posait en question tout à l'heure, par rapport à la puissance nécessaire. On n'en a pas assez, on ne peut pas produire encore assez. Mais ça va arriver, ça va arriver. Donc, toutes les opportunités, ils sont encore dans le web 2.0 avec quelques manifestations à droite à gauche du web 3.0. Je pense notamment à l'IA, je pense notamment à la NFT, je pense notamment déjà à la blockchain où il y a des choses extraordinaires à imaginer et à faire. Donc, n'ayez pas cette approche de mettre les choses comme nous on faisait à l'époque en silo, en opposition. Fonctionnez en mode réseau, additionnez les choses plutôt que de les opposer. Ok, et on va relancer la discussion un peu sur Teams parce qu'on a des questions de partout. Allons-y. Donc Fanny, justement sur la question des NFT, Fanny, c'est à toi. Oui. Alors qu'en est-il des risques de vol de NFT? Parce que sur Twitter, j'ai vu déjà des artistes à qui on a volé leur création et on les a vendus à leur place en tant que NFT. L'ADN même de la NFT, ce que tu viens de dire, c'est pas possible. Après, il peut y avoir de l'utilisation, machin, etc. Mais ça n'aura aucune valeur. Par exemple, si tu peux pas, comment dirais-je, imagine que c'est mon téléphone en NFT, Alain va me le prendre, mais dans la blockchain, on saura que c'est Habibi. Donc, il n'y a pas de vol au sens, j'allais dire au sens humain. Putain, merde. Voilà. Donc, vu que tout est tracé, tout est classifié, tout est identifié, la notion de vol telle qu'on la connaît aujourd'hui n'est pas possible. Ce que tu as vu sur Twitter, c'est comme beaucoup de choses qu'il peut y avoir sur Twitter, c'est du bullshit. J'allais dire, c'est d'autant plus que c'est décentralisé et partagé par des milliers de personnes. Ce qui fait que s'il y a quelqu'un qui essaye de changer un bloc, tu en as encore des milliers qui sont les blocs originaux. Ce qui fait que ce n'est pas possible de falsifier. C'est ça le principe de la décentralisation et de la chaîne. Je rebondis sur ce que tu disais, Alain. Prenez un exemple qui est tout simple pour cette notion, parce que c'est la notion de tiers de confiance. C'est ça qui est important à ce que vous compreniez. Prenez une application que vous connaissez tous, c'est Uber. En gros, il y a un chauffeur et il y a un client. Le client, il a un besoin, c'est de faire une course. Et le chauffeur, il va proposer le fait de répondre à ce besoin. Et qui est-ce qui va gérer toute la transaction technologique et financière? C'est Uber. C'est pour ça qu'on l'appelle le tiers de confiance, parce qu'il est entre le chauffeur et le client. Mais imagine, Uber, il part en freestyle. Ta course, tu l'as dans le baba, si je puis dire. Tandis qu'avec la blockchain,
c'est finalement la communauté qui est le tiers de confiance. Donc si Alain il s'est cassé une jambe, si Arnaud il s'est pété le pied, il y a encore 15 milliards d'individus qui sont derrière pour faire le taf. Donc c'est beaucoup plus sécure et infalsifiable. Pour enchaîner les questions. Merci Fanny. En fait, la question toujours qui se pose, c'est en fait comment fusionner ces deux mondes. Et une question que je me pose et que Barbara aussi se pose à travers Vimeo, c'est comment cela va impacter notre vie réelle actuellement, le fait d'être entre ces deux mondes-là. Est-ce qu'on mène une vie ici et une autre vie à part, dans la vie réelle peut-être? Les deux, mon capitaine. Les deux. Dans la vidéo, c'était vachement bien illustré et on en a un peu vite fait parlé autour de cette table. Imagine cette réunion avec, on a des lunettes, on pourrait imaginer comme ça. Alors, pas les lunettes 3D, enfin pas les casques 3D aujourd'hui, parce que toute la journée avec un casque 3D, je peux dire qu'à la fin, tes cervicales, elles sont flinguées. Mais tout ça va se miniaturiser, bien évidemment. Et on pourra très bien imaginer des lunettes comme ça, où je verrai très clairement... par exemple, Aurélie qui sera juste ici plutôt que d'être dans la case à droite de Teams. Donc, dans le business, par exemple, je sais que Microsoft travaille beaucoup autour de ça, autour de la notion de bureau, de digital workplace. Voilà, je vais y arriver. Ça, c'est sur la partie business. Après, dans la partie loisirs, encore une fois, c'était illustré. Tu pourras peut-être faire un match avec Rafael Nadal, mais il sera en Espagne, et puis toi, tu seras... voilà. Et on aura des technologies qui existent en partie déjà, où effectivement, tu vas voir les choses. Mais quand tu fais une partie de tennis, c'est bien de voir, mais c'est bien de ressentir aussi. Les coups dans le bras, les claques, hop. Et tout ça, on va l'obtenir avec soit des bracelets, soit avec des vêtements connectés qui vont permettre de traduire les impulsions électromagnétiques qu'on émane quand on fait des gestes ou autre. Mais en fait, parce que la question était sur le lien entre les deux mondes. Hein, oui, le lien entre les deux mondes. Mais c'est ça en fait. Les deux sont compatibles. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'à terme, alors encore une fois, attention, hein, je suis pas, j'ai pas une boule de cristal et voilà, ça n'engage que moi comme on dit. Mais je pense qu'on va arriver dans un univers où on va confondre ces mondes. Alors, moi, j'ai le sentiment, dis-nous ce que tu en penses, j'ai le sentiment que l'on peut vivre sans ce troisième monde, on va l'appeler comme ça, que l'on peut vivre sans, mais dans sa vie perso, parce que c'était une question qui était quand même à dominante perso. En revanche, dans le travail, je pense que ça sera incontournable. Ouais. Et puis... encore une fois, hein, je vous le dis, je reprends ma casquette vulgaire et j'en suis désolé, mais moi, c'est ce que je dis à mes étudiants en début d'année, vous êtes tous des vieux cons autour de cette table. Tous. Et pourtant, ils ont 22 ans, 23 ans. Et pourquoi je dis ça? C'est pas pour les agresser, c'est bienveillant. On est déjà vieux par rapport à nos usages, par rapport à mon gamin qui a 13 ans et par rapport à celui qui a 6 ans. Nous, on a connu un monde qui était différent avant. Eux, ils ont connu que ce monde-là. Alors imaginez parce que c'est ça qui est important, c'est de se projeter. Imaginez quand mon fils de 12 ans et demi aujourd'hui aura 30 piges ou 40 ans et que lui-même aura un enfant de 12 ans. Tout ce qu'on est en train de dire là, ça sera tellement has-been parce que eux, ils ont reconnu comme ça et ça sera tellement naturel de confondre les univers. Je pense vraiment que ça se passera comme ça. Nous avons également une question d'Antoine à travers Vimeo. C'est un monde à Ready Player One est-il envisageable dans les années à venir? Ouais, en fait. Je pense parce que comment on appelle ça? Des films contemporains, c'est Ready Player One qui illustre le mieux, on va dire... la prospective de Facebook. Sous le prisme du gaming, beaucoup, mais ouais, je pense. Alors encore une fois, je pense. Et ce n'est que moi. Non, bien sûr, nous prenons ça en compte. Mais justement, vu que pour nous, ce qui nous intéresse aussi principalement, c'est le marketing. Nous sommes en MBA CMS. Donc, pour la question des influenceurs, on a une question de John sur Vimeo qui dit allons-nous avoir des influenceurs au niveau des avatars pour la personnalisation, du make-up, des vêtements Alors, c'est super intéressant. Vous regarderez dans la présentation que j'avais passée, il y avait la fameuse slide avec Web 1, 2, 3. Il y avait justement cette notion influence, etc. Dans le Web 2.0, c'est les influenceurs.
les influenceuses, je suis beau, je suis belle, machin, je vends des produits, etc. Trop bien. Mais dans le monde du métavers, c'est justement les avatars. Donc ça va ouvrir encore une fois, désolé, je reprends toujours la même expression parce que je pense qu'elle est vraiment adaptée, ça ouvre vraiment un champ des possibles en termes de stratégie de la marque vis-à-vis d'un relais qui sera l'avatar pour le sport, qui sera l'avatar pour les produits de beauté ou que sais-je, qui va pouvoir être vachement intéressant. Mais oui. Ok, je regarde juste si on a une dernière question parce qu'on en avait énormément. Depuis, ils se sont barrés. Je sais que Elma, elle avait une question un peu sur justement en fait le futur de cette métaverse et comment les gens ils vont mieux pouvoir l'appréhender ou pas. Donc Elma, c'est à toi. Oui, alors vous aviez parlé tout à l'heure par exemple de Black Mirror. C'est un peu autour de ça, c'est par rapport à tous les freins qu'il peut y avoir autour de par exemple le métaverse, que ce soit des freins justement de type psychologique avec la peur de débordement. Je pense notamment au reportage derrière nos écrans de fumée de Netflix où on a montré beaucoup de travers du digital. Donc certaines personnes peuvent avoir des freins par rapport à ça, donc psychologiques, mais aussi par rapport à toute cette évolution d'éveil écologique où on met vraiment en lumière, par exemple, la pollution derrière le digital. Est-ce que vous ne pensez pas que tous ces mouvements-là, tous ces freins peuvent avoir un impact, que ce soit un réel risque de ralentissement par rapport au développement de ces technologies? Écoute, c'est vraiment une très bonne question. Comment je vais y répondre? C'est comme dans une balance, en fait. L'important, c'est d'arriver à trouver un certain équilibre. Si ce n'est pas équilibré, eh ben, c'est déséquilibré. Plus un pour celle-là, elle est pas mal. Ouais. Ah non, elle est pas mal. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais ce que je veux dire par là, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le métavers, de toute façon, ça n'existe pas encore. On va voir ce que ça donne. Mais si ça apporte plus que ça nous fait perdre, on va aller dans le métavers. Et encore une fois, et je pense que c'est ça qui est vachement important, c'est que vous regardez ça avec vos yeux de 2022. Mais prenez en considération ceux qui n'ont pas des yeux de 2022, qui sont donc plus jeunes que vous et beaucoup plus jeunes que vous, qui vont arriver dans un monde que vous allez leur léguer. Et si, parce que, désolé de dire ça, mais prenez l'exemple du confinement. Il y a eu un monde avant le confinement qui était dégueulasse. Après, pendant le confinement, on a vu des canards marcher dans la rue. On s'est dit, oh, plus jamais ça et tout. Attends, maintenant, Wallenstein style. Bah ouais, bah là, on n'a jamais autant consommé d'électricité, on n'a jamais autant consommé de machin. Donc, on récupère vite nos travers qu'on avait dans le monde d'avant. Parce que plein de choses, parce que c'est plus facile, parce que ça fait gagner beaucoup d'argent. Hein, voilà. Les premiers à critiquer la techno, etc., c'est les premiers à investir en NFT, en Ethereum, etc. Donc à un moment, je suis mort de rire. C'est la bonne réponse finalement à tout ça, ça dépendra de vous en fait. C'est qu'est-ce que vous allez vouloir, quelle société vous allez devoir demain. Je pense que la vraie bonne réponse, elle est là. Et si on peut se servir de la technologie pour avoir un monde meilleur, et ça c'est mon côté super optimiste, parce que je pense que c'est sa vocation première, pas pour faire du pognon bien évidemment, mais ou bien pour faire des belles stratégies, pour vendre des beaux produits, ça c'est très très bien, mais surtout pour vivre mieux, parce qu'on critique beaucoup, mais je peux vous assurer que c'est quand même vachement plus drôle en 2022 que c'était en 1930. Hein. Ah oui, quand même vachement plus drôle. Donc si on peut être encore plus cool, et ça peut être encore plus sympa, plus divertissant, plus efficace, plus respectueux de l'environnement en 2070, bah go go go. Ok. On va finir avec 2 questions sur Vimeo. La première, c'est pour le niveau, pour la partie économique, en fait, vu que comme vous avez dit, en fait, il y a le côté qui est très bénéfique, où il y a certains qui ont peur peut-être de ce nouveau univers, mais il y a certains qui veulent investir dans cet univers. Et on a une question d'Amélie qui demande, est-ce que l'on peut dire que la blockchain est un endroit 100% sûr au niveau économique? Ah, c'est une bonne question, ça. Il n'y a pas un endroit sûr sur la planète, économiquement parlant. La blockchain en tant que technologie, elle est sûre, mais quand on fait la transposition par rapport à la monnaie, que ce soit le blockchain ou autre, c'est un monde qui est spéculatif. Ouais. Là, en même pas un mois, le Bitcoin, il a perdu 50% de sa valeur.
Donc, c'est pas sûr. Oui. Si tu avais mis 100 000, tu n'as plus que 50 000. Fais chier. Je sais de quoi je parle. Bon, peu importe. Donc, non, en point de vue monétique, non, il y aura toujours des risques. Et puis, c'est votre ADN, les CMS. Je dis les CMS, j'aurais pu dire les DMV, hein, c'est pareil. C'est votre ADN, le risque. Parce qu'un marketeur, ça prend des risques, un communicant, ça prend des risques, un entrepreneur, ça prend des risques. Sinon, il faut faire autre chose. Et je ne dirais pas plus. Je ne prends pas d'exemple. Non, mais c'est vrai, vu qu'on est dans un métier qui évolue tellement avec la technologie, il y a toujours des risques à prendre. Et en fait, c'est juste savoir, en général, faut-il prendre ce risque-là ou pas en ce moment. Et on a une question, en fait, de Barbara, qui demande « Peut-on dire que les personnalités les plus riches et influentes telles que Elon Musk détiennent le pouvoir du Web 3.0, sachant que par exemple, il y a un simple tweet qui peut faire exploser la valeur d'un crypto ou d'un NFT ?» Bah ouais, ça c'est l'économie d'aujourd'hui, c'est l'économie des influenceurs. Voilà, tu pètes de travers, tu le tweets, ping, plus 100 000. Est-ce que c'est raisonnable? Non, mais c'est comme ça. C'est nous qui avons donné de la valeur. Alors, tu prends l'exemple d'Elon Musk, c'est encore un peu différent parce que lui, il a vraiment fait des choses quand même dans sa vie. Versus un influenceur ou une influenceuse qui monte des produits, c'est trop bien, etc. Il n'a pas révolutionné la planète non plus. Donc, que Elon Musk, il ait un crédit plus particulier, oui. Mais après, ça a toujours été. On parle aujourd'hui, on parlait d'influence. À l'époque, on parlait de leader d'opinion. Ça a toujours existé. C'est... Quand il y a un truc qui marche ou quand il y a un bon produit, quand il y a une personnalité influente, elle engage plein de personnes qui la suivent parce qu'ils apprennent pour ce qu'ils disent comme argent comptant. Donc voilà. C'est vrai, c'est le monde et l'univers dans lequel on est maintenant, c'est vrai. Et pour clôturer, nous avons une question de John. Est-ce qu'au final, tout ce métaverse n'est pas que passager? Ne s'agirait-il juste pas d'une grande tendance? Alors ça, c'est super comme question. Merci John de l'avoir posée. J'aurais pu te répondre oui il y a quelques temps. Mais comme en amour, il y a un mais. Donc mais. Le mais, c'est... Quand tu vois les investissements en milliards de dollars, je ne parle pas en centaines d'euros, là, en milliards de dollars, de Meta, de Apple, de Nvidia, de Nike, et je pourrais continuer comme ça super longtemps. Dans le marketing, il y a ce qu'on appelle les signaux faibles. Là, c'est un peu plus fort que faible. Là. Donc, je ne pense pas qu'ils investissent autant pour juste faire POC. Non, j'y crois pas. Mais il y a quelques temps, je t'aurais dit oui, effectivement, c'est peut-être un peu bullshit, mais là, non, il y a trop déjà d'argent qui a été injecté et c'est de plus en plus. De plus en plus. Non, mais on voit aussi qu'il y a les marques de mode aussi qui commencent à se lancer avec les NFT, bien sûr, Adidas, Prada, ça commence à être... Mais bien sûr, tu as entièrement raison. Et tu as un exemple sur Nike qui vient de racheter une... Bah oui, qui a racheté une société dans le monde de la NFT et puis ils ne l'ont pas acheté $150, comme vous pouvez l'imaginer. Donc tu te dis, pourquoi Nike? Justement, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, faire une NFT de la Jordan Air, de la Air Jordan, pardon, dans un futur métaverse, parce qu'il y a ça aussi. C'est ça qui va être complexe au début et complexe au début et on verra comment ça va évoluer. C'est que je ne vais pas vous les citer là, mais il y a 5 attributs pour un métaverse. Et l'un d'entre eux, c'est la disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an de l'univers. OK. Sauf que on parlait de Ready Player One, tout à l'heure, c'est un seul univers. Mais dans un premier temps, il va y avoir plusieurs univers. Qui est-ce qui va avoir la capacité de tout fédérer ou bien est-ce qu'il va y avoir un leader incontesté qui va sortir? Je n'ai pas la réponse. On va le vivre. On va le découvrir. Est-ce que finalement, ce qu'on avait reproché au Web 2.0 et ce qu'on avait dit super grâce à la blockchain, la décentralisation du web avec la blockchain dans le 3.0, ça sera beaucoup plus communautaire, familial, etc. Mais peut-être que finalement, ça sera le métavers d'Apple qui va dominer, ça sera le métavers de Facebook. Je sais pas. Mais c'est ça qui va être dans un premier temps intéressant de voir, ça va être les différents métavers qui vont apparaître, donc les multi-métavers. En Scrabble, vous allez être imbattable. Alors, j'ai 2 questions pour compléter. On a terminé pour tout le monde Oui.
T'es sûr? Ok. Deux questions, réponse rapide. Toujours. Est-ce que le gaming, l'univers du gaming, c'est pas déjà une forme de métavers? C'est une ébauche de métavers. Oui, c'est une ébauche de métavers. Mais c'est pas en tant que tel un métavers, parce que comme je te le disais tout à l'heure, il faut plusieurs attributs et ils n'ont pas tous ces attributs pour avoir le monde des métavers. On est quand même dans un univers assez construit. Non, mais je dis pas le. Et on est super actif, je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Mais il n'y a pas pour tous les métavers qui existent, il n'y a pas de propre monnaie. Il manque des attributs pour dire que. Ouais. Et la seconde et dernière question, quand on ira dans le métavers, on le quittera, on y retournera. Et entre les deux présences, nos deux présences, le métavers continuera à évoluer. C'est-à-dire que aujourd'hui, on se dit, c'est moi qui vais le faire évoluer, c'est moi qui, etc. Mais c'est un monde qui va évoluer sans nous. On est un acteur qui va se mettre dans un monde évolutif. Tu vois, c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Je rebondis direct. Finalement, le métavers, ça pourrait être vraiment une bonne transposition de l'humanité, finalement. Ouais. Parce que nous, on n'est que passagers, nous ne sommes que locataires de cette planète et ça continue à évoluer avec ou sans nous. Et ça sera pareil. Mais finalement, alors à un niveau beaucoup moindre, mais regardez les réseaux. Hein. Moi, j'ai ouvert mon compte Facebook quand c'est arrivé en France en 2007. J'ai été un acteur important pour le coup en termes de production de contenu. Mais moi, mon papa était sur Facebook. Aujourd'hui, il n'est plus là et Facebook continue à avancer sans lui et ça continuera. Donc, ouais, tout à fait. Mais c'est pareil pour une entreprise. Mais bien sûr. Quand tu es absent, l'entreprise continue. Mais bien sûr, bien sûr. Bon, pas quand toi, tu n'es pas là dans ton CMA. Ok. Un grand merci, un très grand merci. Arnaud. Merci. Et merci à tous les étudiants. Vous êtes superbes. On a toujours beaucoup de questions. Merci, Salma. Merci. Tu fais ça super bien. Jingle pour le dos à dos, s'il vous plaît. Et maintenant, la séquence que tout le monde aime, le dos à dos, c'est parti. Et c'est Florent qui interviewe Arnaud. Alors, Arnaud, du tac au tac, le digital en un mot. Digital. Votre réseau social favori? Ah, c'est dur. Je peux en dire deux ou pas? Ouais, j'en dis deux. Twitter et LinkedIn. Votre devise? Ma devise... patience et longueur de temps font plus que force et que rage. C'est beau. Si vous deviez renaître en animal, lequel? Le lion. À quoi êtes-vous addict? Non, je ne sais pas le droit de dire bière, Alain. Addict à mon fils. La musique qui vous rend heureux? Les Beatles. Le plat que vous pourriez manger tous les jours? Oh putain. Alors d'ailleurs, j'invite le public à aller voir sur Instagram #repas de papa. C'est moi, ça y est, je l'ai placé. C'est super compliqué, j'aime tout. C'est super compliqué, je ne peux pas vous répondre. Ok, très bien. Quel est le mot de la langue française que vous préférez? Amour. La ville dans laquelle vous vous sentez le plus chez vous? Douarnenez. Que faites-vous quand vous êtes déprimé? Quand je suis déprimé, je suis avec mes amis. Quelle est votre plus belle rencontre? Mon meilleur ami.
Et sur le plan professionnel? Encore plus compliqué. Non. Oh là, putain. Mon boss, Vincent Montet. Ok. Avec qui aimeriez-vous rester bloqué dans un ascenseur? Oh là là, la liste est longue. Si, je vais le dire même pas mal. Attends. Nathalie Portman. Oh. Quel métier rêviez-vous de faire quand vous étiez enfant? Ostéopathe. Le jour de votre vie que vous aimeriez revivre? La naissance de mon fils. Si vous pouviez vous téléporter, vous iriez où? Dans le monde réel. Merci, ouf. C'est une bonne question. Il y a tellement d'endroits où j'aimerais aller. Je vais faire, tu vois, très simple. Dans ma maison de campagne. Très bien. Un plaisir coupable? Le vin. Et enfin, qu'est-ce qui vous épate dans la vie? Mes étudiants. Très bonne réponse. C'est bon pour moi, Alain. Jingle. Merci Arnaud, un grand moment et beaucoup de passion, je te connais, beaucoup de passion dans tout ce que tu fais, à fond. Quelle est ta conclusion sur tout ce qu'on vient de se raconter? Déjà que vous avez bien de la chance, toutes les formations ne proposent pas ça et c'est super important d'avoir des moments où on s'évade, on souffre. Faites de la veille tout le temps, c'est fondamental, c'est tellement différenciant dans le business que vous allez être amené à faire. Les gens qui sortent, ils ont un diplôme et puis ils n'ouvrent plus jamais un livre, ils lisent plus jamais, ils se reforment plus jamais, ils n'ont rien compris à la vie, peu importe. Écoute, ma conclusion, on a l'impression que c'est le futur, mais c'est déjà demain, quoi. Donc, ne pensez pas, n'ayez pas l'effet Kodak. Ça n'arrivera jamais. Vraiment, je suis traumatisé par rapport à ça, de vraiment vous méfier des gens qui vous disent ça n'arrivera jamais, c'est impossible, parce que c'est des gens qui sont négatifs, ils sont nocifs, et vous n'en avez vraiment pas besoin, vous avez tout à faire, vous avez tout à créer, vous avez tout à portée de main, et j'aurais adoré avoir, mine de rien, paradoxalement, 20 ans et quelques en 2022, avec tout le bagage que j'ai, mais bon, ça c'est normal. Mais voilà, c'est ça ma conclusion, c'est super marketing week que je vous souhaite, et vous avez bien de la chance de l'avoir. Là, on a abordé un sujet qui était autour du Web 3.0, des métaverses. C'est vraiment un sujet que vous devez embrasser parce que ça va être votre quotidien, directement ou indirectement, dans vos futures activités professionnelles. Et puis, dernier mot de chez dernier mot, éclatez-vous. Un grand merci Arnaud, merci pour tout ça. Je pense que tu as fait avancer beaucoup de réflexions et peut-être même ça deviendra des orientations pour certains d'entre eux. Alors, notre prochaine intervention, elle a une particularité, c'est que nous aurons la conclusion avant la fin de la journée. Pourquoi? Parce que nos amis de Lille, n'oubliez pas, nous sommes sur la journée du Nord, la journée de Lille, devront prendre un train et donc on va faire une sorte de point sur la journée au début de la dernière intervention et après on va entre le luxe et la terre, Dior et les noisettes, on va le dire comme ça. Ok, à tout à l'heure. Merci beaucoup pour vos questions et on se retrouve très très vite. Just my kind of heat, keep it on repeat.